C'était un jeudi soir. Je m'en souviens parce que les jeudis étaient d'ordinaire calmes chez nous. Élise venait de préparer le dîner au poulet rôti, purée de pommes de terre, brocoli vapeur. Nous mangions à la petite table en bois de la cuisine, comme toujours. Elle était assise en face de moi, encore en tenue de sport, les cheveux relevés en chignon. C'est là que je les ai remarqués ou des boucles d'oreilles en or, pendantes juste sous ses lobes, délicates mais brillantes. Pas clinquantes. Juste assez d'éclat pour accrocher la lumière quand elle tournait la tête. Élise, ai-je dit en pointant ma fourchette vers son oreille comme un idiot, elles sont neuves. Elle a marqué une pause, pas même une seconde de trop, mais assez pour que je le sente dans mes tripes. Elle a glissé une mèche rebelle derrière son oreille et lâché ce petit rire nerveux, celui qui ne ressemblait pas à son rire habituel. Ce rire-là n'avait aucune chaleur. Il sonnait répété. Oh, celle-ci ? Je les ai eues en solde au centre commercial, a-t-elle dit vite. Ce sont des imitations. Juste des petites choses pas chères. Elles font illusion, hein. Elle a souri, et revenue à son assiette. J'ai hoché la tête et n'ai pas insisté. Je ne suis pas le genre d'homme à harceler sa femme pour chaque achat. Jamais été. Elle aimait les choses brillantes au toujours eu. C'était une des premières choses que j'avais remarquées chez elle quand on a commencé à sortir ensemble. La façon dont ses yeux s'illuminaient devant tout ce qui était doré ou scintillant. Elle passait ses doigts sur les comptoirs de bijouterie comme une gamine devant une vitrine de bonbons. Je trouvais ça mignon, à l'époque. On était mariés depuis 3 ans à ce moment-là. Pas d'enfant. Élise restait à la maison la plupart du temps, disait vouloir s'occuper de la maison. Elle cuisinait, faisait le ménage, allait au yoga et au pilates, rendait visite à ses parents en Bourgogne une fois par mois. Moi, je dirigeais mon entreprise de développement web, système backend pour de gros clients corporates. Je l'avais monté de rien. 20 ans de nuit blanche, de caféine et de lignes de code qui m'avaient probablement vieilli plus vite que je ne l'aurais voulu. J'avais une équipe de 6 personnes solides et un bureau que je fréquentais à peine, parce que franchement, je préférais bosser de chez moi en jogging. La maison où nous vivions était neuve. Enfin, neuve pour nous. Nous avions vendu l'ancienne, celle du grand-père d'Élise. Elle l'avait héritée, et elle avait ce charme d'antan, mais elle tombait en ruine. Fissures au plafond, plomberie qui faisait des bruits comme si des fantômes étaient coincés dans les tuyaux. Alors on l'a vendue et on a pris plus grand en banlieue. Clôture blanche, garage double, le pack complet. On a pris un prêt immobilier. Son nom était dessus, comme le mien. Projet commun, disait-elle. Après avoir remboursé l'apport, j'ai investi le reste de mes économies dans l'amélioration de mon entreprise. Meilleur matériel, nouveaux serveurs, ce genre de choses. Élise a dépensé le reste en devinez quoi aux bijoux. Bagues, colliers, bracelets. Ça ne me dérangeait pas trop. On s'était mis d'accord pour qu'elle utilise une partie de l'argent restant comme elle voulait. Elle aimait les choses brillantes, moi, construire des choses. D'accord. Mais ces boucles d'oreilles. Quelque chose dans la façon dont elle avait répondu, ce petit éclat nerveux dans son regard, ce petit mensonge rapide, mais resté en travers de la gorge. Je ne suis pas un mec méfiant. Je ne vais pas imaginer le pire des gens, surtout pas de la femme que j'ai épousée. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui ne collait pas. J'ai essayé de chasser ça, me suis dit que j'étais parano. Pourtant, ça me rongeait. Après le dîner, je l'ai observée pendant qu'elle chargeait le lave-vaisselle. Les boucles scintillaient sous la lumière de la cuisine, et je n'arrêtais pas de les regarder, en pensant à quel point elles paraissaient propres et polies. Elles n'avaient pas l'air fausses. J'avais déjà offert de vrais bijoux à Élise, et je savais généralement faire la différence. Celle-ci avait l'air haut de gamme. Pas de la pacotille. Pas d'un stand au centre commercial. Je n'ai plus rien dit à ce sujet. Je ne voulais pas être le mari jaloux qui trouve à redire à tout. Mais je l'ai observée un peu plus attentivement après ça. La façon dont elle prenait son téléphone et souriait parfois. La façon dont elle sortait de la pièce pour répondre à un appel. Rien d'évident. Rien que je puisse prouver. Juste assez pour que ce germe de doute continue de pousser dans un coin de mon esprit. Une paire de boucles d'oreilles. C'est ce qui a tout déclenché. Et à ce moment-là, je n'avais aucune idée de la profondeur du terrier de lapin. Environ une semaine après la conversation sur les boucles, j'ai dû assister à une soirée d'entreprise. Un de ces grands événements où le champagne coule à flot et où tout le monde fait semblant d'être plus important qu'il ne l'est vraiment.
Ça se passait sur le toit-terrasse d'un hôtel de luxe en plein centre-ville. Vraiment chic, guirlandes lumineuses suspendues au-dessus de nous, musique assez douce pour laisser passer les discussions d'argent, et des types en costard qui se prenaient pour des requins en mocassins. Mon entreprise venait de terminer un énorme projet pour un des plus gros clients présents, donc j'étais invité en quelque sorte comme invité d'honneur. D'ordinaire, ce genre de truc ne m'intéresse pas, mais celui-là semblait important. Une occasion de montrer ma tête, serrer des mains, peut-être même décrocher quelques contrats de plus. Élise était invitée aussi, bien sûr. Je lui en ai parlé quelques jours avant et je lui ai même proposé de lui acheter quelque chose de neuf à porter. Elle a juste balayé ça d'un geste et a dit « Non, tu sais que je ne suis pas à l'aise dans les grandes foules. Trop bruyant, trop de monde. Je vais sûrement aller chez Sophie et traîner. Boire un peu de vin. » Sophie était une de ses amies proches. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Je n'y ai vu que du feu. Je l'ai embrassée sur la joue avant de partir, lui ai dit que je rentrerais tard, et elle a hoché la tête en scrollant sur son téléphone. La soirée sur le toit était bondée. Grande table garnie d'amuse-bouches raffinées, un barman en gilet et nœud papillon qui mixait des cocktails comme un magicien, et un groupe de jazz live dans un coin. Je n'étais pas vraiment à ma place, je sais me saper mais je me sens toujours un peu imposteur dans ces soirées. La plupart de ces types viennent de familles aisées. Moi, j'ai tout construit de zéro. De coder dans un 2 pièces avec un ventilateur qui soufflait de l'air chaud sur ma tronche, à diriger une équipe de 6 qui gère des systèmes backend pour des boîtes qui brassent des millions. Pourtant, ces événements, ce n'est pas mon truc. J'ai fait la conversation, tourné autour de quelques visages connus, distribué des cartes de visite. Mon téléphone a vibré une fois avec un texto d'Élise, j'espère que ce n'est pas trop ennuyeux. Amuse-toi bien. J'ai répondu vite, merci, émoticône sourire. Et je suis retourné aux verres qui s'entrechoquent et aux rires artificiels. C'est là que je l'ai vue. Elle était près d'une des grandes tables, en train de rire avec un petit groupe. Cheveux courts châtains, robe bordeaux, talons qui devaient coûter plus cher que mon budget course mensuel. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite, mais quelqu'un l'a présentée, c'était la sœur d'un des cadres supérieurs de l'entreprise hôte. Sympa, sûre d'elle, pas timide pour entrer dans une conversation. Mais ce qui a attiré mon regard, ce n'était pas son sourire ni sa robe. C'étaient les boucles d'oreilles. Même taille, même forme, même torsade d'or et éclat sous les lumières du toit. J'ai fixé une seconde de trop. Ce n'était pas juste similaire. Elles étaient identiques. Je me suis approché, verre à la main, et j'ai rejoint le cercle. Après quelques minutes de blabla sur les affaires, j'ai dit nonchalamment, drôle, ma femme a exactement les mêmes boucles. La femme a souri, ses yeux s'illuminant. Oh, vous devez la gâter, a-t-elle dit en repoussant ses cheveux derrière son oreille, faisant balancer les boucles. Celles-ci viennent de la nouvelle collection limitée. Mon mari me les a offertes le mois dernier, ça a coûté une fortune. J'ai ri poliment. Eh bien, elle le mérite, ai-je répondu, les mots coulant de ma langue comme du gravier. Mais mon cerveau s'était déjà éteint. Coûter une fortune. Collection limitée. J'ai hoché la tête à ceux qui suivaient dans la conversation, mais je n'écoutais plus vraiment. J'ai regardé encore les boucles. La façon dont elles scintillaient sous les lumières. Exactement comme celle d'Élise à table le soir du dîner. Ma main a glissé dans ma poche et sorti mon téléphone. J'ai appuyé sur l'appareil photo et l'ai tourné vers moi comme si je vérifiais un message ou ajustais mes cheveux. Je l'ai incliné juste assez pour prendre une photo de la femme et de ses boucles. Clic fait. J'ai dit au groupe que je devais passer un appel et je me suis écarté vers le fond du toit, hors de portée de voix. J'ai fixé la photo sur mon écran. J'ai zoomé sur les boucles. Or, forme goutte d'eau avec une torsade, minuscule pierre sertie dans la courbe. Aucun doute. Je n'ai pas ressenti de colère tout de suite. Juste du froid. Vide, même. J'ai vérifié mes messages. Élise n'avait plus écrit depuis le « amuse-toi bien ». Pendant un instant, j'ai pensé lui envoyer un texto, lui demander où elle était exactement, peut-être la prendre au dépourvu. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai remis mon téléphone dans ma poche, je suis retourné à la soirée, j'ai serré quelques mains de plus, puis je suis parti 1 heure après. Tout le trajet du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de ressasser. Le prix. Le rire nerveux. L'explication bon marché. Elle qui balayait ça comme si de rien n'était. Mais maintenant, je savais.
Elle avait menti. Et si elle mentait là-dessus, sur quoi d'autre mentait-elle? Quelque chose avait basculé. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Je suis rentré avant Élise ce soir-là. La maison était silencieuse, ce genre de calme qui s'installe quand personne n'a été là depuis quelques heures. Rien de spécial cette nuit-là, vraiment. Je me disais qu'elle serait bientôt de retour, peut-être un peu éméchée après sa soirée habituelle avec Sophie. 15 minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Élise est entrée avec un long manteau beige et un legging noir, sac à main en bandoulière. Elle avait l'air posée. Cheveux détachés, maquillage à peine défait. Pas vraiment l'allure de quelqu'un qui a traîné à boire du vin dans un salon avec une amie, mais je n'ai rien dit. « Salut », a-t-elle dit, la voix joyeuse. « Désolé, je suis en retard. » Sophie et moi, on a papoté. Elle a ouvert une deuxième bouteille. « Tu sais comment c'est. » J'ai hoché la tête, gardé un ton neutre. « Bien sûr. » Elle est passée devant moi vers le salon et a commencé à enlever son manteau. C'est là que je les ai revus. Les boucles. Même paire exacte. Or, forme goutte d'eau, cette subtile torsade en bas, qui scintillait comme si elles avaient quelque chose à dire. J'ai gardé le visage impassible et j'ai pris mon téléphone. Pendant qu'elle allait dans la chambre pour se changer, j'ai discrètement pris une photo en mode rapide. Zoomé. Clair comme de l'eau de roche. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais bouleversé exactement ou plutôt comme si mon esprit tournait dans 100 directions à la fois. La photo de la soirée. La femme qui disait qu'elles étaient chères. Élise qui les qualifiait d'imitation. La coïncidence était trop parfaite pour être une coïncidence. Quelque chose clochait. Et je ne pouvais plus l'ignorer. Le lendemain matin, après son départ pour la salle de sport, j'ai pris la photo des boucles et je suis allé voir mon pote Alain. Il est dans la bijouterie depuis plus de 20 ans, tient une petite boutique au coin de la rue des Écoles et de la rue Saint-Jacques. Il vend du neuf et de l'ancien, fait des réparations, des expertises et il s'y connaît. Je lui ai montré la photo sur mon téléphone. Il a plissé les yeux, zoomé, et lâché un sifflement bas. « Elles sont vraies ?» a-t-il dit sans hésiter. « Très exclusives. J'en ai vu passer quelques-unes à la boutique hors 18 carats, avec ses micro-diamants sertis. On n'en trouve pas au centre commercial. Ça tourne facile autour de 2500 €. Je me suis adossé à la chaise. Je n'ai même pas eu besoin de parler. Alain voyait l'expression sur mon visage. « Problème ?» a-t-il demandé, haussant un sourcil. J'ai juste hoché la tête et les remercié. Rentré chez moi en silence. Donc elle avait menti. Carrément. Pas juste un petit mensonge pour couvrir une folie d'achat. Elle m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit qu'elles étaient fausses. Des imitations bon marché. C'était le moment où le sol a bougé sous mes pieds. J'ai décidé de découvrir la vérité par moi-même. De retour à la maison, j'ai ouvert le garage et sorti mon vieux traceur GPS. Je l'avais utilisé il y a quelques années pour un projet de véhicule d'entreprise suivi des itinéraires de camionnettes de livraison, ce genre de choses. Rien de sophistiqué, juste une petite boîte magnétique avec une carte SIM, connectée à une appli de suivi que j'avais codée moi-même. Rien qu'Élise ne remarquerait. Ce soir-là, quand elle a dit qu'elle sortait encore cette fois pour faire des courses, j'ai attendu qu'elle parte, puis j'ai glissé le traceur sous le passage de roue arrière de sa voiture pendant qu'elle reculait encore dans l'allée. À partir de là, j'ai tout surveillé. Les premiers jours, rien ne sortait de l'ordinaire. Le lundi matin, elle a conduit jusqu'à la salle de sport. La carte GPS correspondait exactement à l'emplacement de la salle en centre-ville. Le mardi après-midi, elle a fait le supermarché habituel, s'est arrêtée à une pharmacie sur le retour. Tout collait. Ses habitudes ne sonnaient aucune alerte. Vers le jeudi, j'étais presque prêt à croire que j'avais perdu la tête. Puis vint le vendredi. Ce matin-là, elle est partie à 9h20, a dit qu'elle avait un cours de pilates et qu'elle déjeunerait avec Sophie après. J'ai hoché la tête, l'ai embrassée sur la joue comme si tout était normal. À 9h45, j'ai ouvert l'appli de suivi sur mon ordi et j'ai regardé le petit point se déplacer à travers la ville. Sauf que, cette fois, elle n'allait pas vers la salle. Elle a pris une autre route au sud, vers la zone industrielle. Je rafraîchissais toutes les quelques minutes, pensant qu'elle faisait peut-être un détour. À 10h06, le point a cessé de bouger. J'ai cliqué sur la carte.
L'adresse est apparue, Hôtel Vallée Verte. Pas vraiment haut de gamme, mais pas un taudis non plus. Un de ces endroits avec des rideaux aux fenêtres et des tarifs pro. J'ai zoomé pour vérifier. Toujours là. Elle y est restée garée 2 heures. Je n'avais pas besoin d'être un génie pour savoir quel genre de choses se passe dans les hôtels en plein milieu de journée. On n'a pas besoin de leggings et de tapis de yoga pour ça. J'étais assis à mon bureau, store baissé, fixant le poing qui clignotait. Mon estomac s'est glacé. Pas de surprise, mais de confirmation. Elle avait menti sur les boucles. Et maintenant elle mentait sur ça. J'ai fermé l'ordi et fixé le mur un moment. Voilà. La vérité, là, sur une carte. Les coordonnées ne mentent pas. Après avoir vu la voiture d'Élise garée derrière cet hôtel pendant 2 heures, je n'en ai pas parlé avec elle. Ça n'aurait servi à rien. Confronter quelqu'un sans preuve, c'est comme apporter un couteau à un duel au pistolet. Ça peut sembler noble, mais ça ne vous mène nulle part. Alors j'ai appelé la seule personne en qui j'avais plus confiance qu'en quiconque, Benjamin. On se connaissait depuis l'adolescence. On jouait dans la même équipe de foot au lycée. Lui était parti dans la police, moi dans la tech. Chemin différent, même état d'esprit, où tout observer, faire peu confiance, savoir quand bouger. Ben était flic depuis presque 20 ans à ce moment-là, et s'il y avait quelqu'un pour m'aider à trouver la vérité sans faire exploser ma vie pour l'instant, c'était lui. Je n'ai rien édulcoré. Je lui ai tout raconté, les boucles, le mensonge, le GPS, l'hôtel. Il a écouté. En silence, comme toujours. Quand j'ai fini, il a dit, « Tu veux que je t'aide à trouver quelqu'un de privé? Quelqu'un de bon? Discret ?» J'ai dit oui. Il m'a donné un nom, un type en qui il avait confiance, ou ex-technicien de surveillance, maintenant dans le privé en sous-main. Ben a fait l'intermédiaire, et 2 jours plus tard, j'étais assis face à un mec nommé Harold dans le fond d'un café. Petit, trapu, coupe à la brosse grise, il ressemblait plus à un prof de sport de collège qu'à un détective privé. Il n'a pas posé de questions sur le pourquoi. Juste sur le quoi. Je lui ai donné le nom complet d'Élise, la marque et le modèle de sa voiture, son emploi du temps à la salle, tout ce à quoi je pouvais penser. Et, surtout, l'adresse de l'hôtel. Je lui ai dit de surveiller cet endroit de près pendant les 7 prochains jours. Une semaine s'est écoulée. Je n'ai pas changé ma routine. Élise non plus. Elle allait toujours, à la salle, selon son horaire habituel, rentrait fatiguée et souriante, me disait encore que Sophie passait le bonjour. J'ai joué le jeu comme si tout allait bien. Harold m'a appelé un mardi après-midi. J'ai quelque chose, a-t-il dit. Rien de limpide, mais assez clair. On s'est vu ce soir-là. Il m'a tendu une petite clé USB et m'a expliqué ce qu'il avait trouvé. Du simple vidéo depuis une voiture garée, style dashcam. Flou, mais utilisable. Cette nuit-là, j'étais seul dans le bureau et j'ai branché la clé sur mon ordi. La voilà. Élise, qui montait à l'entrée arrière de l'hôtel. Capuche sur la tête, leggings, sac de sport en bandoulière. Elle s'est arrêtée à la porte, a regardé autour, puis est entrée. Horodatage, 10h14. 3 heures plus tard, la même porte s'est ouverte. Un homme est sorti en premier. Grand, épaules larges, chauve comme un œuf. Veste grise et pantalon de costume. Il s'est tourné juste assez pour que la caméra capte son visage. Je me suis figé. Je le connaissais. C'était Jean. Jean Bellamy, PDG d'entreprise, un des plus gros clients que mon entreprise ait jamais décroché. On travaillait ensemble depuis 2 ans. J'avais construit et maintenu tout un backend pour leur logiciel logistique. Je m'étais assis en face de lui en salle de réunion, avait fait des présentations dans son bureau, partagé des verres après des réunions tardives. Toujours poli. Toujours pro. Et c'était le même mec qui n'était pas venu à la soirée la semaine d'avant. Puis Élise est sortie de l'hôtel derrière lui. Riant à quelque chose qu'il disait. Ils ont marché ensemble jusqu'au parking, sans se toucher, sans dire grand-chose, mais en restant proches. Jean est monté dans une Mercedes noire. Élise dans sa voiture. Les deux sont partis dans des directions opposées. Je me suis affalé dans mon fauteuil et j'ai senti le poids tomber sur moi. Ce n'était pas un mec au hasard. Pas une aventure stupide avec un inconnu. Elle le connaissait. Je le connaissais. Et soudain, tout commençait à faire sens.
Quelques mois plus tôt, on était tous sortis dîner ensemble. Moi, Jean et Élise. C'était juste après la signature d'un gros contrat pour un nouveau déploiement de data center. Jean avait proposé qu'on fête ça. Avait choisi un resto tranquille près de la Seine, rien de tape à accent graveleuil mais chic. Élise était venue et avait joué le jeu, souriait à ses blagues, posait des questions sur ses voyages, commandait le vin pour la table. À l'époque, je n'y avais vu que du feu. Elle était juste sympa. Soutenante. On avait eu un bon trimestre, et je pensais qu'elle était fière de moi. Maintenant, je savais. Ce dîner n'avait pas été le début de quelque chose. C'était le milieu. J'ai revisionné la vidéo 3 fois cette nuit-là. Essayé de capter le moindre détail que j'aurais manqué. Peut-être que je voulais me prouver que j'avais tort. Peut-être que j'espérais l'avoir confondu avec quelqu'un d'autre. Mais c'était Jean, aucun doute. L'homme qui sortait maintenant d'un hôtel avec ma femme. J'avais ce qu'il me fallait. Maintenant, il ne restait qu'à décider quoi faire ensuite. Benjamin m'a dépanné d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas. Je lui ai tout raconté la vidéo, Jean, Élise qui sortait de cet hôtel comme si elle n'avait pas juste réduit notre mariage en cendres. Il n'a pas posé de questions idiotes, n'a pas essayé de me calmer. Il a juste hoché la tête, comme s'il comprenait ce qui devait se passer ensuite. C'est là qu'il a parlé d'un service qu'il pouvait rendre. Il connaissait quelqu'un qui bossait à la sécurité de l'hôtel. Pas le genre réception, mais quelqu'un avec accès au registre de réservation et un peu d'influence sur ce qui passe à la trappe. « Donne-moi le numéro de chambre », a dit Ben. 409, ai-je répondu. Il m'a dit de rester tranquille. Ça pouvait prendre quelques jours, mais il gérait. Effectivement, 2 matins plus tard, j'ai reçu un appel. J'en viens de réserver la 409. Créneau soir. Même nom, même moyen de paiement. Il y sera aujourd'hui. Je suis allé à l'hôtel en début d'après-midi. Ben m'attendait déjà à l'intérieur avec le gérant, un petit mec discret en gilet boutonné qui m'a à peine regardé dans les yeux. Il n'a pas demandé qui j'étais. Il ne voulait pas de nom. Probablement ne voulait rien savoir. On est monté ensemble. La chambre 409 était au bout du couloir, 3e étage. Chambre correcte. Moquette neutre, petit canapé, bureau dans le coin, et un lit queen avec une grande tête de lit. Rien d'exceptionnel, mais propre et calme. J'avais apporté la caméra moi-même compacte, sans fil, haute résolution. Déclenchement par mouvement. Pouvais transmettre tout en direct sur mon ordi. Ben se tenait près de la porte, bras croisés, regardant en silence pendant que je calais la caméra dans l'aération en face du lit. Angle parfait. Difficile à voir sauf si on cherchait. Alimentation cachée derrière le panneau mural. J'ai testé le flux depuis mon ordi au cristal. T'es sûr de toi, a demandé Ben doucement. J'ai hoché la tête. Jamais été plus sûr. On a quitté l'hôtel, dit au revoir au gérant, et on est parti chacun de notre côté. Je suis rentré et j'ai attendu. Élise pensait que je bossais tard. Elle a dit qu'elle retrouvait encore Sophie. J'ai vérifié le traceur GPS quand le soleil a commencé à descendre. À 18h20, sa voiture a pingé à 5 pâtés de maison de l'hôtel. Elle s'est garée dans un parking proche, comme avant. J'ai continué à regarder le flux en direct depuis mon ordi, attendant qu'elle entre dans la chambre. À 18h45, la porte s'est ouverte. Sauf que ce n'était pas elle. La femme qui est entrée avait les cheveux roux, pas châtains. Elle portait un manteau court, talons noirs, et un sac à main avec chaîne. Elle l'a jeté sur le lit et s'est assise comme si elle l'avait déjà fait. Quelques minutes plus tard, Jean est entré. Même tête chauve. Même air suffisant. Ils ont parlé. Souris. Rien d'extravagant. Mais c'était clair qu'ils se connaissaient. Il a enlevé sa veste, desserré son col. Elle s'est penchée, riant à quelque chose qu'il disait. J'ai coupé le son et me suis affalé dans mon fauteuil. J'étais sûr que ce serait Élise. J'avais parié là-dessus. Mais non. Pendant une seconde, je me suis demandé si je m'étais trompé. Si peut-être ce n'était pas ce que je pensais. Peut-être qu'il retrouvait d'autres femmes ici. Peut-être qu'Élise n'était qu'une fois. Mais le lendemain a tout éclairci. Élise est entrée dans la cuisine vers le milieu de matinée, buvant son café dans sa tasse blanche habituelle,
portant le sweat marine qu'elle aimait m'emprunter. M'a dit qu'elle avait des plans pour le soir. Je rattrape une amie, a-t-elle dit. Ne m'attends pas. Je lui ai dit que j'avais du boulot de toute façon. Vers 18 h, j'ai ouvert le traceur GPS. Sa voiture était déjà en mouvement. J'ai suivi le petit point qui clignotait. Même trajet. Même parking. Même hôtel. Cette fois, je savais à quoi m'attendre. À 18 h 40, elle est entrée dans la 409. Pas de capuche. Pas de déguisement. Juste Élise, en manteau beige, cheveux attachés, lèvres glossées. Elle est entrée d'un pas assuré, a jeté un œil autour une fois, puis a posé son sac sur le bureau. 10 minutes plus tard, Jean est arrivé. Ils n'ont pas beaucoup parlé cette fois. Pas de poignée de main. Pas d'hésitation. Comme s'il l'avait déjà fait 1000 fois. J'ai regardé chaque seconde en silence. Chaque geste, chaque regard, chaque rire. Pas de cri dans ma tête. Pas de colère qui montait. Juste un calme lourd. Du genre qui vous remplit comme du béton. Je n'ai pas mis pause. Je n'ai pas rembobiné. Je l'ai regardé jusqu'au bout. Quand la porte s'est enfin refermée derrière eux et que la chambre est redevenue silencieuse, j'ai fermé l'ordi. Mes mains étaient stables. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il ne s'est pas brisé non plus. Il s'est changé en pierre. Froid. Lourd. Immuable. Cette nuit-là, je n'ai pas dit un mot quand elle est rentrée. Elle est arrivée vers 22 h 30, a enlevé ses chaussures d'un coup de pied, a dit qu'elle était fatiguée, et est allée à la douche. Je suis resté sur la terrasse arrière avec une tasse de café que je n'ai pas bu, juste à écouter le bourdonnement discret du quartier. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire ensuite. Mais une chose était sûre. Le moment où je l'ai vue entrer dans cette chambre, tout ce à quoi je m'étais accroché avant, c'était fini. Le prochain voyage d'Élise chez ses parents était prévu 10 jours plus tard. Ils habitaient dans une région voisine, assez près pour y aller en voiture, mais assez loin pour en faire une excursion d'une journée. Elle avait fait ça des dizaines de fois depuis qu'on s'était mariés. D'habitude, elle partait quelques jours. Cette fois, je savais que c'était ma chance. Je devrais être de retour dimanche soir, a-t-elle dit en jetant un sac de voyage à l'arrière de sa voiture ce jeudi matin. Je t'appelle quand j'arrive. J'ai hoché la tête, les embrassé sur le front, et les regardé sortir de l'allée comme je l'avais fait tant de fois. Sauf que cette fois, dès que sa voiture a disparu, je me suis mis au boulot. Le plan mijotait depuis un moment. En silence, étape par étape. Je ne voulais pas de drame. Pas de cri ni de bataille judiciaire. Je voulais juste partir. Propre. Fini. Effacé. J'avais commencé les préparatifs dès le lendemain de la vidéo à l'hôtel. J'ai d'abord fermé le bureau. Officiellement, j'ai fusionné les opérations avec une boîte partenaire avec qui j'avais bossé sur un contrat l'année d'avant. J'ai proposé à toute mon équipe des postes en remote avec salaire complet. La moitié a accepté, l'autre a choisi de bosser en freelance à côté. Je me suis assuré que tout le monde retombe sur ses pattes. Mes gars m'avaient été loyaux pendant des années où je ne voulais pas qu'ils soient pris dans les tirs croisés. Une fois le côté entreprise réglé, j'ai appelé une équipe de déménagement que j'avais trouvée via un service privé. Pro discret. Pas d'uniforme, pas de logo. Juste 2 costauds avec un camion et 0 question. Ce sont eux qui ont vidé la maison après son départ. Les meubles en premier. Canapé, fauteuil, table basse. Chaque cadre au mur. Les appareils de cuisine ensuite micro-ondes, cafetière, même le grille-pain qu'Élise laissait débrancher pour rien. Puis la chambre. Matelas, commode, tout le linge. J'ai même pris la foutue tringle de douche, surtout par rancune. J'ai emballé ses affaires aussi. Chaque vêtement, chaque pinceau de maquillage, chaque dernier truc qu'elle gardait dans les tiroirs de la salle de bain. Je savais quels bijoux étaient à elle. Je les ai tous mis en caisse. Je n'ai pas laissé derrière moi ne serait-ce qu'un flacon de vernis à ongles. La maison s'est vidée vite. Samedi matin, elle résonnait. Notre voisin Jacques est passé pendant que je supervisais le dernier chargement dans le camion. Il se tenait là, main sur les hanches, avec la même casquette de baseball usée qu'il portait pour tondre sa pelouse. « Vous déménagez ?» a-t-il demandé, plissant les yeux au soleil. « Ouais » ai-je dit calmement.
Nouveau chez nous. Bureau plus grand, trajet plus court. Élise rentre de chez ses parents plus tard. Il a hoché la tête et m'a gratifié d'un demi-sourire de voisin. Eh bien, bonne chance. J'espère que vous avez fait une bonne affaire pour celle-ci. Sûr. Il s'est retourné et est rentré chez lui, aucun soupçon. Une fois le camion plein, je l'ai fait envoyer dans un garde-meuble loué dans une autre région. J'avais déjà un appart meublé d'une chambre alignée à 3000 km, sous un autre nom. Dylan. Ce n'était pas juste un alias. Je l'ai rendu légal. Benjamin a tiré des ficelles, et j'ai suivi chaque étape. Changement de nom. Nouvelle carte d'identité. Compte bancaire dans une autre agence. Courrier redirigé via un service privé. J'ai fermé tout ce qu'Élise pouvait tracer aux cartes de crédit, assurance, facture. Puis j'ai vidé notre compte joint. Jusqu'au dernier centime. Techniquement, on était tous les deux autorisés. J'ai juste été le premier à y arriver. J'ai tout transféré sur un compte privé qu'elle ne connaissait pas, puis je suis allé dans une agence le même après-midi et j'ai retiré le solde complet. En liquide. Élise ne le savait pas encore, mais quand elle franchirait la porte, elle trouverait 4 murs et une facture de prêt immobilier. Pas de meubles. Pas de vêtements. Pas de vaisselle dans l'évier. Pas même une fourchette. Juste le silence. Tout le reste était déjà parti. J'ai roulé vers l'ouest pendant 3 jours. J'ai pris les routes secondaires la plupart du temps. Je ne voulais rien voir de familier. Ne voulais pas entendre une voix que je pourrais reconnaître à une station-service ou un resto. Juste de la distance. Quand je suis arrivé au nouveau lieu, les déménageurs avaient déjà livré tout au garde-meuble. J'ai trié les cartons lentement la semaine suivante. Ces affaires? Vendues. En ligne, par lot. Vêtements, accessoires, parfums, trucs de cuisine, tout ce qui avait un peu de valeur, parti chez quelqu'un d'autre. Ces bijoux? Vendus aussi. Même les boucles en or. Je les ai gardées plus longtemps que je n'aurais dû. Pas parce qu'elles signifiaient quelque chose, mais parce qu'elles étaient la première fissure dans la vitre. Le premier mensonge qui m'avait mené à tout le reste. Je les ai vendus en dernier. Les voir disparaître dans les mains de quelqu'un d'autre, c'était l'acte final qui convenait. Quand dimanche est arrivé et qu'Élise est probablement rentrée en ville en s'attendant à un dîner maison et un câlin, j'étais loin. Pas de mots. Pas d'explication. Juste un homme qui disparaissait comme une ombre au coucher du soleil. Et qui ne regardait pas en arrière. Une fois installé dans le nouveau coin, j'ai commencé à penser à Jean. Pas dans une rage brûlante où ses sentiments étaient déjà venus et repartis. Ce que je ressentais maintenant était froid. Mesuré. Comme regarder une checklist et réaliser qu'il restait une dernière case non cochée. Jean avait bien joué son rôle. Cadre lisse, charmant à table, pro en réunion. Un mec qui construisait la confiance en vous serrant la main et en souriant pendant qu'il alignait son propre intérêt. Il n'avait aucun problème à entrer dans ma vie comme un allié business, tout en fricotant avec Élise dans mon dos. Il méritait un petit retour de bâton. Je ne voulais rien de bruyant. Pas de gros titres ni d'avocat qui frappent à ma porte. Je voulais du silence. Une coupure si nette et discrète qu'il ne la sentirait même pas avant que tout s'écroule. Avant de quitter la ville, j'avais préparé quelques trucs. J'avais encore accès au back-end de l'infrastructure de son entreprise. Le système même que j'avais monté sur 2 ans. Portails utilisateurs sécurisés, traitement de données, outils internes, mais il faisait tourner beaucoup de choses via ma config. Je connaissais chaque fil qui tenait le tout, et surtout chaque fil qui pouvait tout défaire. Je me suis connecté tard une nuit via une connexion anonyme. Tout avait l'air pareil. Même tableau de bord. Même données. Mais en dessous, j'avais déjà planté quelque chose il y a quelques semaines au cas où. Un virus que j'avais codé moi-même. Rien de dangereux pour le monde. Juste pour eux. Ils dormaient dans le système, déguisés en processus de fond routinier. En attente. Il suffisait de le pousser. Alors je l'ai fait. En quelques minutes, le système a commencé à se bouffer de l'intérieur. Répertoire de fichiers effacés. Sauvegardes écrasées. Identifiant de connexion supprimé. Dossier client corrompu. Accès admin révoqué sur tous les comptes internes. Email bloqué. Appli téléphone vide.
C'était comme couper le courant d'un gratte-ciel et regarder toutes les lumières s'éteindre d'en haut. Puis j'ai supprimé tout le bacan. Tout ce que j'avais construit. Parti. Je savais ce qui suivrait. Leurs clients appelleraient. Leurs partenaires poseraient des questions. Les projets s'enliseraient. Les livraisons manqueraient les délais. Des contrats aux certains valant des centaines de milliers tomberaient à l'eau. Ils paniqueraient. Chercheraient des solutions. Accuseraient l'équipité. Mais finalement, la piste les ramènerait à moi. C'est ce que Jean a fait. Quelques jours plus tard, Benjamin m'a appelé. Il n'avait jamais paru secoué avant, mais là, il avait cette pointe dans la voix. Élise est rentrée. A trouvé une maison vide. Pas de meubles, pas de vêtements, rien. Elle a cru à un cambriolage. A appelé les flics. A porté plainte. Je suis resté silencieux, juste à écouter. Elle a parlé aux voisins. Jacques lui a dit qu'il t'avait vu tout déménager. A dit que tu avais l'air calme. Elle ne savait pas quoi en penser. Pensait peut-être que tu l'avais quitté, mais ça n'avait pas de sens pour elle au début. Maintenant elle assemble les pièces. J'ai pris une inspiration, me suis appuyé au plan de travail de la cuisine. Et Jean? Il pète un câble, a dit Ben. Il porte plainte. T'accuse de piratage, destruction de biens, rupture de contrat. Dit que c'est du sabotage corporatif. Qu'il le fasse. Je me disais que tu dirais ça, a marmonné Ben. T'es hors radar. Nouveau nom, ardoise propre. Personne ne te piste sauf moi. Et je ne parle pas. Merci, ai-je dit. Toujours le seul à savoir? Autant que je sache. On a raccroché peu après. Il n'avait pas besoin d'en dire plus, et moi pas besoin de détails. L'image était déjà claire dans ma tête. Élise qui franchit la porte d'entrée, s'attendant à poser son sac sur le canapé et se détendre, pour trouver des sols nus et du silence. Elle qui appelle la police, fait les 100 pas dans la cuisine qui n'existait plus, leur dit que quelqu'un avait tout pris. Elle qui regarde nos comptes et trouve des soldes à zéro. Elle qui appelle ses parents, perdus, paniqués. Puis Jean en face à des emails furieux, menaces légales, chaos interne. Tout ça parce qu'il avait fait confiance au mauvais mec pour les clés de son royaume. Ils finiraient tous les deux par comprendre la même chose. Je ne revenais pas. Ben a dit qu'Élise avait parlé à la police. Puis à ses parents. Probablement à Sophie, et à quiconque voulait écouter. Peut-être qu'elle a pleuré. Peut-être qu'elle a crié. Peut-être qu'elle s'est juste assise au bord du lit qui n'était plus là et a fixé le mur. Mais ça n'avait pas d'importance. Parce qu'aucun d'eux ne savait où j'étais. Et aucun d'eux ne savait qui j'étais maintenant. J'avais effacé la version d'eux que je connaissais. Lucas n'existait plus. Il ne restait que le nom sur mon nouveau permis. L'appart discret. La boîte mail vide. Et le calme qui vient avec la certitude d'être parti du feu avant qu'il ait eu la chance de me consumer. Un an s'est écoulé. En silence. Exactement comme je le voulais. J'étais, Dylan, maintenant. Le nom coulait facilement avec le temps. Même boulot, client différent. Je faisais toujours des systèmes web et infrastructures, mais j'avais tout repris de zéro, sous un nouveau nom d'entreprise avec une présence digitale flambant neuve. Les gens qui m'engageaient me connaissaient pour la qualité de mon travail, pas pour quoi que ce soit de personnel. Et c'est comme ça que j'aimais. Mon ancienne équipe est restée avec moi, ceux qui avaient pris le remote. On collaborait encore comme si rien n'avait changé. Ils n'avaient jamais connu Élise, n'avaient jamais entendu parler d'elle. J'avais toujours séparé travail et maison pour une raison, et ça payait. Ils pensaient juste que j'avais déménagé pour le boulot. Pas un seul n'a posé plus d'une question sur le déménagement. Les gens ont leur vie. C'est une chose que j'ai apprise dans tout ça. Quand j'ai atteint la marque d'un an, je ne pensais presque plus à elle. Je ne me demandais plus ce qu'elle faisait ni avec qui. Mais il restait une chose inachevée. Une dernière corde que je n'avais pas coupée. Ses parents. Quand on s'était mariés, j'avais fait l'effort avec eux. Ce n'étaient pas des gens chaleureux, mais corrects. Aimaient l'ordre. Respectaient le statut. Quand Élise m'avait épousé, un mec sans pédigré, je voyais bien qu'il n'était pas impressionné. Mais il s'était un peu radouci une fois vu la maison, entendu les titres de poste, remarqué comment je me tenais. Ils aimaient ce que je pouvais offrir plus que qui j'étais.
Je ne leur en voulais pas. Je comprenais leur genre. Mais je me disais qu'ils méritaient de connaître la vérité. Ils la soutenaient dans tout ce bordel. Écoutez probablement ces histoires sur comment j'avais perdu la tête et disparu. Comment j'avais dû craquer, vider la maison, le compte en banque, et fuir comme un lâche. Je ne voulais pas me défendre. Je voulais juste qu'ils voient ce que c'était vraiment. Alors j'ai sorti la clé USB de secours que j'avais mise de côté. Celle avec la vidéo de surveillance de la chambre 409. Propre, horodatée, sans ambiguïté. Elle qui entre dans la chambre. Lui qui suit. Leur familiarité. Leur aisance. Ça disait tout ce qu'il fallait sans un mot. J'ai appelé Benjamin, le seul encore relié à mon passé et mon présent. Besoin d'un dernier service, lui ai-je dit. Il n'a pas hésité. Dis-moi quoi faire. Je lui ai envoyé la clé USB dans une enveloppe matelassée. Pas de mots. Pas de nom. Juste la clé. Je lui ai donné l'adresse les parents d'Élise. Je lui ai dit de l'envoyer sans adresse de retour, sans indice, sans explication. Juste laisser la vidéo parler. Il a confirmé quand c'était fait. Après ça, on n'en a plus parlé. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Peut-être que ses parents l'ont regardé ensemble après le dîner. Peut-être qu'ils la lui ont montré la prochaine fois qu'elle est venue. Peut-être qu'elle s'est effondrée. Peut-être qu'elle a pleuré. Peut-être qu'elle a crié et tout nié. Peu importe. Je n'étais pas là pour voir. Et c'était le but. Je ne voulais pas d'excuses. Pas de closure. Pas de réponse. Je voulais juste en finir. Et c'était fait. Je suis parti. Pas juste la maison. Pas juste le mariage. J'ai laissé derrière la version de moi qui donnait le bénéfice du doute trop facilement, celle qui n'écoutait pas son instinct quand les signes étaient sous son nez. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Pas pour me cacher. Mais pour recommencer. Tu épouses une menteuse, tu ferais mieux d'être prêt à devenir un fantôme. Et à disparaître d'une façon que personne ne peut suivre. Partagez votre avis dans les commentaires, qu'en pensez-vous? Le mari a-t-il eu raison de prendre également les affaires de sa femme? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.